Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 4 mai. Un document dans quelques instants pour ouvrir ce journal. Reportage parmi les rebelles tchétchènes avec le président tchétchène Maskhadov qui évoque le sort du journaliste français Brice Flotio. Taoufik Ben Brik vient d'arriver à Paris, mais on ne sait s'il arrêtera sa grève de la faim. L'octroi d'un visa à Taoufik Ben Brik par la France est une mesure d'apaisement, dit Hubert Védrine. L'euro, la monnaie européenne en état de faiblesse constante malgré toutes les paroles rassurantes de dirigeants européens, dont Lionel Jospin et Jacques Chirac aujourd'hui. En prévision du week-end prochain et pour éviter une nouvelle hécatombe sur les routes, des mesures répressives plus strictes sont annoncées. Le meilleur de Madre Deus, c'est le dernier album de ce groupe originaire du Portugal qui se produit ce soir au Théâtre des Champs-Élysées. Alors c'est donc avec un document tourné en Tchétchénie que nous ouvrirons cette édition. Les soldats russes sont actuellement assaillis par les groupes de rebelles, que ce soit à Grozny, la capitale, ou encore dans les villages des montagnes. Le président tchétchène Aslan Maskhadov veut désormais communiquer sur sa situation et c'est parmi ses partisans qu'il vient d'accorder un entretien où il évoque aussi le sort du photographe français Brice Flotio, retenu en otage depuis le 1er octobre 1999. Image avec les commentaires de Laurent Boussier. Le camp est situé dans les montagnes du sud de la Tchétchénie. Aslan Maskhadov est arrivé à pied entouré d'une douzaine d'hommes de sa garde personnelle. Le président tchétchène, qu'aucun témoin étranger n'avait aperçu depuis décembre dernier, avait décidé ce jour-là de rencontrer 3 journalistes occidentaux pour donner sa vérité sur cette guerre et contrer la propagande russe. Il parle des plus de 1500 combattants tués dans ses rangs. Il confirme la présence de 200 étrangers aux côtés des Tchétchènes. Il confirme aussi que depuis quelques semaines, les combats ont repris, plus cruels, et que grâce au retour du printemps et des feuillages, une nouvelle tactique a été mise en place, la guerre de partisans. On tire de tous les buissons. Nous sommes les maîtres ici. Sur les barrages russes, au carrefour où se trouve le malheureux soldat russe, sale, couvert de boue, affamé, tremblant, il attend qu'on vienne le chercher ou qu'on lui tire dessus. Personne ne peut dire qu'on contrôle 10 ou 50% du territoire. Nous contrôlons tout le territoire, nous sommes les maîtres dans notre pays. Nos petits groupes de combattants, pendant encore 6 mois ou 1 an, vont fatiguer l'ennemi qui devra nous poursuivre. Quand cette grosse machine militaire russe aura des pertes immenses, tous nos petits groupes se réuniront et porteront un coup qui fera basculer la situation. Aslan Maskhadov parlera même de Brice Flotio, détenu depuis plus de 6 mois en Tchétchénie. Je suis au courant de l'histoire, on l'a longtemps cherché. Il y a 2 mois, on pensait qu'on allait le libérer, mais quand on commençait les opérations militaires russes, les voies de communication ont été coupées. J'espère que nous allons le libérer rapidement, cette affaire me concerne personnellement. Tout autour des combattants qui préparent leurs armes et ne se cachent même pas quand les avions ou les hélicoptères russes survolent le camp. L'ambiance est plutôt détendue, tous ici ont déjà vécu plusieurs combats. Un commandant explique même devant la caméra comment, avec des dollars, il achète des armes aux soldats russes eux-mêmes. Selon un responsable de la défense civile tchétchène, le seul problème aujourd'hui, c'est l'afflux de jeunes qui fuient les rafles et les villages rasés par les Russes et qui veulent s'engager en trop grand nombre aux côtés des combattants. Reportage inédit tourné en Tchétchénie par Mylène Solois. Ayant récupéré son passeport, ayant obtenu le droit de voyager, le journaliste tunisien Taoufik Ben Brik, qui poursuit une grève de la faim, a choisi de venir en France puisque celle-ci lui avait accordé dès hier un visa. Il vient d'arriver, Jérôme Bonny. Vous avez été témoin de cette arrivée il y a quelques instants. Il vient d'arriver effectivement, son avion vient d'atterrir en provenance de Tunis. Il est accompagné de son médecin et de Robert Ménard de Reporters sans frontières qui estime que le journaliste, après 1 mois de grève de la faim, peut encore donner une conférence de presse qui est en train de se préparer. Alors visiblement, Taoufik Ben Brik n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que le Quai d'Orsay, puisque vous le savez, le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, vient de dire que son visa lui avait été accordé, mais pas pour qu'il continue sa lutte sur le territoire français, mais pour que les choses s'apaisent. Or, Ben Brik a bien l'intention de continuer sa grève de la faim. Il le fait parce que, bien sûr, c'est vrai, son passeport lui a été rendu, toutes les charges contre lui ont été levées par le doyen des juges d'instruction de Tunis, mais, comme vous le savez, son frère a été condamné hier à 3 mois de prison ferme. Il va donc continuer ce mouvement, mais il le fera à l'hôpital de la Salpêtrière. En fait, il est venu en France sur le conseil de ses médecins parce que la Salpêtrière est un hôpital spécialisé dans les problèmes de dénutrition et c'est donc bien entouré qu'il continuera son action.
Merci Jérôme. Pour le ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, qui évoquait aussi la situation des touristes otages aux Philippines, la priorité est de faire en sorte que l'armée philippine ne fasse pas de bêtises. Par bêtises, le ministre veut sans doute évoquer des interventions armées contre les indépendantistes islamiques preneurs d'otages, ces ravisseurs qui ont choisi par précaution aujourd'hui de répartir les personnes détenues, dont 2 Français, en plusieurs groupes. Commentaire Patrice Romden. À défaut de mettre la main sur les otages et leurs ravisseurs, les soldats philippins quadrillent la ville de Jolo, où il n'est plus guère que la rumeur pour circuler sans risquer d'être interceptés. Ainsi, après qu'il eut été question de la mort de 2 otages, puis de l'évasion de 2 otages, et que ces 2 informations eurent été démenties, on apprend que les 21 prisonniers ne sont plus détenus ensemble. We have identified the areas where the kidnapped for ransom victims are. Nous avons repéré le site où se trouvent les otages. Ils ont été scindés en 5 groupes et déplacés en plusieurs endroits. Selon les autorités philippines, le groupe Abu Sayyaf cherche ainsi à faire éclater l'action des militaires en plusieurs directions. Plausible et sans doute nécessaire. Car il est à craindre que l'armée conduise une action semblable à celle d'hier sur l'île de Basilan. Là, il s'agissait de secourir un autre groupe d'otages, 27 personnes, des Philippins. Résultat, 5 otages à l'hôpital et 4 autres à la mort. Pour éviter que ce genre de scène se reproduise, les pays d'où les otages sont originaires dépêchent des émissaires sur place. L'émissaire français est arrivé tout à l'heure. Lui, c'est celui du gouvernement malaisien, car 10 des otages sont malaisiens. Il débarque les bras chargés de médicaments destinés aux otages, auprès desquels un médecin toléré par les ravisseurs part au plus pressé. En effet, l'un des otages souffrirait d'une maladie cardio-pulmonaire, les autres étant forcément diminués après 2 semaines d'angoisse et de cavale dans la jungle. Tous ces émissaires ne tiennent qu'un discours que résume à sa façon et de Berlin le chancelier Schröder. Sauver la vie des otages, c'est ce que nous voulons, c'est la priorité sur tout le reste. Autrement dit, éviter de donner l'assaut. Mais les soldats philippins vous diront sans doute qu'ils n'ont d'ordre à recevoir que de manille. Et le président Chirac, en déplacement aujourd'hui en Savoie, a rencontré l'une des familles de l'un des otages, affirmant que tout serait fait pour obtenir une libération rapide. Échange de tirs d'artillerie depuis quelques heures dans le nord d'Israël et au sud Liban. Des tirs de roquettes Katyusha sur la localité de Kiryat Shmone ont blessé une vingtaine de personnes, selon la télévision israélienne. L'armée israélienne aurait répliqué. Un cabinet de sécurité s'est réuni à Jérusalem. En Algérie, de nouveau, une terrible tuerie a été commise hier après-midi à Médéa, c'est à 80 km au sud d'Alger, avec toujours le scénario d'un faux barrage, le mitraillage de voitures et l'assassinat de 23 personnes. Il y a également 21 blessés. Ce nouveau massacre imputé aux islamistes armés irréductibles, malgré la concorde civile offerte par le président Bouteflika, ne fait que raviver les dissensions entre ceux ou celles qui veulent pardonner et celles et ceux qui ne le peuvent pas. Dans le reportage d'Abderrahmane Bouzidi, commenté par Thierry Tullier, 2 femmes directement concernées par ces situations d'extrême violence témoignent de leurs réactions divergentes. Elles vivent toutes les 2 à Alger. Ouria, dans la banlieue, après avoir fui la campagne, trop dangereuse. Pour moi, il est kidnappé par l'État, voilà. Fatma, dans le centre-ville. Elle y vit depuis toujours. Ouria et Fatma ne se connaissent pas et ne savent pas qu'elles ont en commun une perte, celle d'un enfant victime des violences. Après son bac. La fille d'Ouria avait 22 ans quand son bus a été arrêté à un faux barrage par un groupe armé. C'était en janvier 97. Elle les a suppliés parce que quand ils l'ont fait descendre, ils savaient qu'elle était étudiante en droit. Et pour les intégristes islamistes, c'est péché. Alors ils l'ont fait descendre du car et ils l'ont égorgé debout. L'histoire de Fatma est différente. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il est mort ou vivant. J'entends toujours. Un beau matin, des policiers ou des militaires, elle ne sait pas, sont venus chercher son fils. C'est un disparu. Et en Algérie, les autorités ont vite fait d'assimiler ce genre de cas aux islamistes, ayant pris le maquis. Pourquoi ils nous laissent comme ça? On veut des nouvelles. Il y a 4000 disparus. 4000. 800. Je pense qu'ils ne sont pas tous morts, non? S'il a fait quelque chose, il y a la justice.
de ne pas pardonner. Il y a une chose. Pour toutes ces mères, les blessures sont encore trop vives, parfois ignorées par la société pour que la paix revienne. Fatma dit pouvoir pardonner, mais pas Ouria. Toujours une douleur, je vous le jure. Tant que je vivrai, malgré que je vivrai 20 ans, encore 10 ans, 15 ans, 100 ans, jamais cette douleur ne partirait de mon cœur. Chaque semaine ou presque, ces deux femmes descendent dans la rue. Chacune participe à une manifestation différente. Chacune témoigne de la si difficile réconciliation entre Algériens. Scène de vote à Londres ce jeudi pour l'élection du maire de la capitale. Le grand favori, selon tous les sondages, est Ken Livingstone, ex-membre du Parti travailliste de Tony Blair, mais peu apprécié par celui-ci. On voit les effigies des principaux candidats. Face à Ken Livingstone, il y a un travailliste légitimiste, Frank Dobson, qu'on baptise Père Noël parce qu'il a une belle barbe, et puis un conservateur qui s'appelle Stephen Norris. Résultat tard dans la nuit. Un vote en première lecture la nuit dernière à l'Assemblée nationale de la proposition de loi constitutionnelle des Verts accordant aux étrangers non communautaires le droit de vote aux élections municipales. Toute la gauche a voté pour, sauf un socialiste du Puy-de-Dôme. Toute la droite a voté contre, sauf Gilles de Robien et Jean-Louis Borloo. Mais pour l'instant, pas de débat prévu au Sénat. Déplacement du président de la République en région, alors que l'on analyse la position dans les sondages de Jacques Chirac à l'aube de sa première année à la tête de l'État. M. Chirac devance Lionel Jospin. Une visite en Savoie avec au programme le chantier du TGV Lyon-Turin, mais aussi la construction européenne et la monnaie euro. On nourrit ce voyage présidentiel, suivi par Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chausset. Alors que la France s'apprête à prendre la présidence de l'Europe, Jacques Chirac chouchoute les maires et les élus locaux. Tout au long de cette première journée en Savoie, le chef de l'État s'est passionné pour les projets d'aménagement du lac du Bourget ou du tunnel Lyon-Turin. Depuis des mois, le président de la République s'appuie sur ses élus qu'il considère comme ses meilleurs relais. Avec eux, Jacques Chirac veut convaincre que l'Europe demain s'occupera des préoccupations quotidiennes de tous. Mais au détour d'un bain de foule, la politique française rattrape le chef de l'État. Madame Aubry nous a dit qu'elle avait un protocole et qu'elle s'occuperait de nous seulement en 2001. Merci, Monsieur le Président. J'ai pris bonne note de ce que vous m'avez dit. Mais l'heure n'est pas à la polémique avec le gouvernement. Aujourd'hui, l'euro s'effondre et le chef de l'État défend de toutes ses forces la monnaie européenne. L'euro était le bon choix, celui de la croissance et celui de l'emploi. C'est un formidable accélérateur de développement. Et je veux rappeler que la force d'une monnaie doit être jugée dans la durée et non sur des variations de change à court terme. Le président de la République sait que la baisse de l'euro est surtout le signe de la défiance des marchés à l'égard de l'Europe politique et que si la confiance ne se rétablit pas, c'est tout l'avenir de l'Europe qui serait compromis. L'Europe et son élargissement est aussi au centre du voyage effectué actuellement et depuis hier en Hongrie par le Premier ministre. Lionel Jospin à Budapest a confirmé à 4 Premiers ministres de pays candidats, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque, le Premier ministre hongrois c'est M. Orban, l'appui de la France à leur candidature. Alors aussi bien Lionel Jospin que Jacques Chirac, vous venez de l'entendre, ont évoqué la glissade de l'euro face au dollar. Le président français parle de fondation robuste de l'euro, mais depuis quelques jours, justement, l'euro est de plus en plus déprécié face à la monnaie américaine. Explication David Bohéry, Olivier Journia. Mauvaise surprise dans les bureaux de change et les agences de voyage. Ici, la chute de l'euro, c'est du concret. Pour partir aux États-Unis, la facture est plus douloureuse, avec un dollar qui s'approche des 7,70 francs à l'achat. L'escapade dans les Rocheuses ou les vacances à Hollywood sont aujourd'hui nettement plus chères. Mais cette hausse des prix ne semble pas encore décourager les clients. Qui a décidé par exemple de prendre une voiture décapotable en Floride, il va réduire, il va prendre une catégorie plus petite pour donc réduire le prix de la location. En ce qui concerne les hôtels, c'est pareil, on va plutôt prendre des hôtels 2-3 étoiles plutôt que 3-4 étoiles. Et on arrive comme ça à équilibrer le budget, et ce qui fait que le client décide quand même de partir. Un euro plus faible égale des prix plus chers, c'est le cas pour tous les produits importés et payés en dollars. Exemple, le pétrole. Au prix actuel de 25 $, le baril coûte aujourd'hui aux pétroliers français 45 francs de plus qu'il y a un an et demi. Mais la chute de l'euro n'a pas que des inconvénients, elle fait aussi des heureux. Tous ces produits sont surtout achetés par des étrangers. Ils ont des dollars ou des yens. Du coup, les achats réglés en France sont pour eux meilleur marché. Donc ce sac, aujourd'hui, pour un client américain qui vient à Paris, coûte à peu près 1500 francs de moins qu'il y a un an.
Et toutes les entreprises européennes qui exportent sont gagnantes. Exemple, Airbus, vendu 50 millions de dollars, un A320 rapporte aujourd'hui aux constructeurs européens 85 millions de francs de recettes supplémentaires. Pour une bouteille de Bordeaux, vendue 30 dollars à New York, un négociant français touchera 50 francs de plus qu'il y a un an et demi. Pour les industriels européens, ce sont à chaque fois plus de bénéfices ou la possibilité, en baissant les prix, de gagner de nouvelles parts de marché face aux concurrents américains. Alors au début de la baisse de l'euro, vous disiez c'était normal, mais maintenant c'est tout à fait le cas quand même. Écoutez, disons qu'on est passé en ce qui concerne l'euro d'un dérapage contrôlé à une embardée. Dérapage contrôlé depuis son lancement en janvier 99, l'euro a doucement glissé, perdant 20% de sa valeur face au dollar, en par parenthèse un pied de nez à toutes les Cassandres qui redoutaient un euro trop fort. L'explication est simple, avec une croissance record et de taux d'intérêt élevés aux États-Unis, eh bien les placements en dollars sont plus rémunérateurs et personne ne s'en est vraiment plaint. Un euro compétitif, c'est de la croissance en plus et du chômage en moins en Europe. Malheureusement, en quelques jours, le dérapage s'est transformé en décrochage. Les marchés, encouragés par la cacophonie, 11 ministres des Finances s'expriment en Europe contre un seul aux États-Unis. Les marchés donc se sont mis à spéculer sur un euro à la baisse, avec à l'arrivée le risque que tout cela débouche sur une grave crise de défiance sur les places financières et puis auprès des opinions publiques. Alors on a entendu Jacques Chirac, on a vu Lionel Jospin en Hongrie, mais comment peuvent réagir les Européens justement? Écoutez, les banques centrales peuvent intervenir en achetant des euros, mais leurs munitions sont limitées face aux 1000 milliards de dollars brassés chaque jour sur les marchés. On attend surtout lundi une réunion des 11 ministres de l'euro, qu'ils adressent un signal clair au marché sous forme soit d'une déclaration forte, voire d'une remontée des taux. Mais la bourrasque monétaire a surtout mis en lumière les doutes des marchés sur la crédibilité de l'Europe pour sa monnaie, mais aussi pour sa politique économique ou son unité politique. Alors en clair, un euro fort passe sans doute par une accélération et un renforcement de l'Union européenne. Merci Gérard. Les tarifications bancaires font l'objet de discussions entre les banques et les associations de consommateurs, pas seulement pour la création d'un service de base en faveur des plus démunis, mais aussi parce que, comme le rapporte cette semaine le magazine Testé pour vous, le coût des services bancaires varie et le palmarès pourrait bien donner des idées de changement. Explication Florence Griffon et Olivier Journia. Cette cliente doit changer d'adresse, elle n'en profitera pas pour changer de banque. L'idée ne lui a même pas traversé l'esprit. Je veux rester avec la poste et je voudrais tout simplement changer de bureau de poste. Est-ce que vous avez pris votre... les Français font très rarement jouer la concurrence entre les banques et ne s'intéressent apparemment que de loin aux tarifs bancaires. Je ne connais pas moi les tarifs, je fais pas attention. La seule chose que je vois c'est quand ils m'appellent et quand ils me disent qu'ils vont bloquer. Alors ça j'aime pas, donc je change. Dommage, car d'après l'étude menée par le magazine Testé pour vous, il existe de vraies différences de prix entre les banques. Premier renseignement, un même établissement peut proposer des tarifs différents en fonction des régions. Avec une carte bancaire, des chèques envoyés en recommandé et des découverts fréquents, le client de Franche-Comté, du Nord et de Bretagne paiera 850 francs par an environ. Celui d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées d'Alsace, 950 francs, la concurrence entre les banques y est moins féroce. Toute région confondue, la Banque Directe arrive en tête du palmarès, une banque sans guichet, donc plus compétitive. Suivent la Poste et la Caisse d'épargne, lanterne rouge, la Banque Barclays. Autre enseignement, les banques misent de plus en plus sur des offres globales pour séduire, des packages ou forfaits qui regroupent des services aussi variés qu'une carte bancaire, des assurances ou des agios, souvent un piège pour le consommateur. Ce sont des services que nous jugeons, nous, pas très utiles et surtout les gens ne vont pas en avoir besoin. En fait, ça augmente le prix du package et donc le prix en fait du budget bancaire. Enfin, que ce soit sur Internet ou dans les agences, l'association déplore que les banques ne fassent rien pour rendre leurs tarifs plus transparents. Attention, si vous avez l'intention d'utiliser les vols d'Air France demain et samedi, 6 syndicats d'hôtesses et stewards de cette compagnie aérienne ont lancé un appel à la grève. Le programme des vols sera donc perturbé. Selon Air France, 40% d'entre eux seront annulés pour les 2 prochains jours. Voici le numéro vert qui est mis à disposition des passagers. Vous pouvez le lire, le 0800 240 260. À noter que le conflit porte sur l'application des 35 heures. Dans le domaine des téléphones mobiles, l'attribution de nouvelles licences dites de 3e génération pourrait se faire par un système de mise aux enchères, comme en Grande-Bretagne. Et cet exemple grand-breton a rapporté 40 milliards d'euros au gouvernement de Tony Blair, ce qui n'a pas laissé indifférent le ministre de l'économie, Laurent Fabius. Mais de là à penser que nous ferons comme les Anglais, on en est encore loin. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Abdelaziz Wiwesh. Jusqu'à présent, le portable était surtout un moyen de communication. Il est en passe de devenir une poule aux œufs d'or.
La raison tient en 4 lettres, UMTS, la nouvelle génération de téléphones qui doit permettre d'envoyer et de recevoir de l'image, du son, du texte, bref, le multimédia sur le mobile grâce à un débit accru. Comme sur une route, là où avant ne passaient que de petites voitures, pourront désormais circuler de gros camions. Mais pour développer la norme UMTS, il faut en avoir le droit. Et le droit, ça s'achète. Reste le problème de la procédure. En Europe, les pays en rouge sur la carte ont opté pour le système des enchères. L'Espagne et l'Italie ont choisi la sélection sur dossier. La France, elle, hésite. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de dérapage et que la nouvelle économie et l'économie des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne soient pas l'occasion d'être déraisonnables. Mais là, c'est raté, car les enchères ont déjà atteint des niveaux astronomiques. Au Royaume-Uni, par exemple, elles ont rapporté 250 milliards de francs à l'État. De quoi faire réfléchir le gouvernement français qui avait d'abord choisi la sélection sur dossier. De quoi aussi effrayer les opérateurs qui craignent pour leurs finances. La question peut être posée pour des opérateurs comme Bouygues Télécom ou CGTEL qui sont beaucoup plus endettés que ne l'est France Télécom et qui ont les poches beaucoup moins profondes. Ceci étant, il leur reste la possibilité évidemment de s'allier avec d'autres opérateurs internationaux. Le gouvernement s'est donné 6 semaines pour décider de l'avenir des portables français. Et même s'il ne choisit pas de mettre les nouveaux réseaux aux enchères, la procédure devrait lui rapporter au moins 50 milliards de francs. Fin de la panne dans le réseau de téléphone fixe à Paris. 3 500 000 abonnés ont été privés de téléphone hier à la suite d'un dysfonctionnement, entre guillemets, des équipements informatiques. On cherche encore les causes, on évoque un problème de logiciel, la nécessité de décortiquer des dizaines de milliers de messages informatiques pour trouver la cause de l'incident. La direction de Michelin veut supprimer 1880 postes de travail sur 3 ans dans 4 sites de production en France, mais il n'y aurait pas, selon la direction de Michelin, de licenciement. Ce projet fait partie d'une restructuration européenne de la société Michelin. Et puis un comité central d'entreprise est prévu à la Banque de France pour le 15 mai prochain, avec un plan social de 485 suppressions d'emplois. C'est quasiment l'alerte générale en matière de sécurité routière après la publication hier des chiffres des morts et des blessés sur les routes le week-end dernier. Je rappelle, 98 morts, 1897 blessés le week-end dernier. Le ministre Jean-Claude Guessot a annoncé en fin d'après-midi une mobilisation exceptionnelle et davantage de répression pour le week-end à venir. Joël Bruyandet, Philippe Deslandes. Hôtel Matignon cet après-midi. C'est presque une réunion de crise entre les différents ministères concernés par la sécurité routière. À l'issue de la réunion, Isabelle Massin, responsable nationale de la sécurité routière, ne fait aucun commentaire. 1 heure plus tard, conférence de presse au ministère des Transports. Jean-Claude Guessot tente de répondre aux critiques après les bilans très lourds des 2 week-ends précédents. Ce à quoi je veux m'employer dans l'immédiat, c'est à faire mentir la loi des séries. Non, après 2 week-ends particulièrement meurtriers, il ne peut pas, il ne doit pas y avoir une 3e hécatombe à l'occasion du week-end prochain du 8 mai. Pour éviter de revoir les chiffres de 98 morts et de 90 morts pour le week-end de Pâques, le ministre en appelle ce soir à la responsabilité publique. Un message destiné notamment aux conducteurs imprudents et donc dangereux. Et l'heure n'est plus à la prévention mais bel et bien à la mobilisation des services de police et de gendarmerie. Objectif, répression. Mercredi prochain, on connaîtra les chiffres de ce week-end du 8 mai. S'ils sont mauvais, Jean-Claude Guessot promet de nouvelles mesures de répression. En attendant, dès demain, il y aura 20 000 policiers et gendarmes mobilisés sur les routes. Une 10e personne a été interpellée en Bretagne, à Fougères, par les enquêteurs chargés de l'attentat du McDonald's de Quévert. Dans les milieux bretons militants, il y a des réactions qui révèlent une certaine perplexité, d'autant que l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne, paraît bien difficile à cerner en tant qu'organisation. Reportage Agnès Varamian et Jean-Yves Blanc. C'est la 2e perquisition à son domicile. Chez cet homme qui marche à l'aide d'une béquille, les policiers ont trouvé un détonateur, le seul élément matériel un peu maigre qu'ils aient pour l'instant. Toutes les personnes interpellées sont quasiment toutes des adhérents d'Emgan, groupuscule indépendantiste proche des thèses défendues par l'ARB. Emgan, c'est 150 militants, jeunes, 25-35 ans, venus de l'anarchisme, de l'extrême gauche, parfois des marginaux. Ces liens, les organisations basques et corses, considérées comme les vitrines légales des clandestins d'ETA ou du FLNC. Mais Emgan, depuis 15 jours, apparaît bien dépassé. Le premier attentat meurtrier de l'ARB l'a déstabilisé, les arrestations aussi.
On veut s'en prendre à Mgand qui commence depuis quelques temps à se faire plus connaître qu'auparavant et je pense que c'est ça qui dérange. On vous présente comme la vitrine légale de l'ARB. C'est faux. Nous n'avons aucun rapport avec ces gens-là. Nous sommes un mouvement politique qui agit à visage découvert. Jusque-là, Mgand avait soutenu sans faille les 22 actions de l'ARB qui toutes visaient des symboles de l'État. L'ARB que Michel Hergent regardait ces derniers mois renaître avec bienveillance. Il est un ancien du Front de libération de la Bretagne dans les années 70. Les actions du FLB n'ont jamais tué, il en est fier. Aujourd'hui, il est désorienté. Les explosions en Bretagne font partie d'un... Bon, je ne vais pas employer le mot folklore parce que c'est pas... ça fait partie du paysage. Des cibles comme McDo, je ne vois pas en quoi elles peuvent apporter quelque chose à l'autonomie ou à l'indépendance de la Bretagne. Michel Hergent a condamné l'attentat de Dinan, Mgand aussi, mais après avoir largement débattu. Car la lutte contre la mondialisation et la malbouffe font partie de ces thèmes forts. Pour l'instant, ces militants sont simplement en garde à vue. Mais Mgand, en breton combat, semble avoir compromis son avenir politique en Bretagne. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné 2 hommes fichés au grand banditisme et un journaliste à 6 et 5 ans de prison ferme pour corruption. Un mandat de dépôt a été livré à la barre pour le journaliste Christian Roda, que l'on voit. Il a déjà effectué 1 an de préventive. Les 3 hommes ont décidé de faire appel du jugement. Contre Charles Pierry, le secrétaire national d'Aconculta pour la Haute-Corse, une peine de 6 ans de prison a été requise. Charles Pierry comparaît actuellement devant le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, en compagnie de 5 autres militants présumés du FLNC. Et puis à Sarrebourg, en Moselle, 3 personnes, dont un lycéen mineur, ont été écrouées. Ces 3 personnes faisaient partie d'un réseau de trafiquants de cannabis. Un virus informatique menacerait quasiment toute la planète. Il est aux États-Unis, il aborderait l'Asie et il aurait frappé dès aujourd'hui la France et l'Europe sous le très joli nom d'I Love You. Ce virus infecterait de très nombreux logiciels et messageries électroniques. Explication avec Romuald Bonan. I love you. En français, je t'aime, un mot doux envoyé par Internet. Mais en fait, il s'agit d'un cadeau empoisonné. Un virus informatique très dangereux qui se répand comme une traînée de poudre depuis ce matin sur la planète. Asie, États-Unis, Europe, via le Danemark, l'Allemagne, la Suisse et maintenant la France. En ouvrant les courriers électroniques, le virus se glisse dans les programmes. Il détruit les données ou encore sature les messageries Internet. Principale cible, les entreprises de communication, les grandes banques et les administrations. Aujourd'hui, on arrive à le détecter, c'est-à-dire qu'on a réussi à le décrypter, à savoir ce qu'il faisait, et mettre en place en fait ce qu'on appelle les définitions de virus qui vont permettre aux particuliers et aux entreprises de pouvoir détecter ce virus et le détruire dès son arrivée, et de faire en sorte qu'il ne se propage pas à l'ensemble des internautes. En France, les groupes L'Oréal, Vivendi, le journal Le Monde ont été les premières victimes et ont dû fermer leurs serveurs de messagerie électronique. En Grande-Bretagne, Vodafone, la plus grande compagnie de téléphonie mobile, a dû faire de même. En Suisse, c'est la police de Zurich qui a vu disparaître une partie de ses fichiers. Aux États-Unis, le Congrès, le Pentagone et plus de 150 grosses entreprises auraient subi le même sort. D'après les premières enquêtes, ce virus, le plus destructeur jamais connu, serait très proche de Melissa, un autre virus qui avait infecté 1 million d'ordinateurs centraux aux États-Unis l'an passé. En attendant l'antidote, seul conseil, surtout ne lisez pas ce message empoisonné car en le consultant, vous contamineriez l'ensemble de vos correspondants présents dans votre carnet d'adresses électroniques. En pleine foire de Paris, des statistiques sur la pollution des appartements et des maisons viennent quelque peu compenser, si j'ose dire, dans le mauvais sens du terme, les préoccupations habituelles de pollutions extérieures. L'air à l'intérieur d'une maison ne vaut guère mieux. Il est lourdement chargé en poussière, acariens et produits chimiques qu'il est bien difficile de détecter. Et pourtant, comme le démontre le reportage d'Hélène Vergne et Éric Delagneau, qui ont suivi une consultation en pneumologie à Strasbourg, certaines affections viennent bien de nos intérieurs. De médecin généraliste en spécialiste, la petite Emeline ne compte plus les consultations, les examens, les traitements. Il aura fallu 3 ans pour découvrir que l'air à l'intérieur de sa maison était responsable de sa toux persistante. Un air chargé en formaldéhyde, une substance chimique émise par une peinture. Un véritable cas d'école. Vous voyez qu'on n'a finalement pas énormément d'outils pour arriver à poser un diagnostic lié à une irritation bronchique ou une irritation ORL liée à un produit chimique. Mais en même temps, c'est aussi une bonne illustration parce qu'il a construit sa maison lui-même, il a utilisé des produits qui finalement sont peut-être pas toujours bons à utiliser dans les maisons, mais en tout cas, il ne le savait pas.
Et c'est bien le problème, on ne sait rien ou presque de ces polluants chimiques présents dans les produits d'entretien, le mobilier neuf. Rien excepté un chiffre. 25% des employés de bureau souffriraient du syndrome des bâtiments malsains. D'où la nécessité de diagnostics en environnement à domicile, réalisés ici par le laboratoire de la ville de Paris. Il s'agit de rechercher chez des patients malades les sources de pollution. Depuis, vous avez des problèmes respiratoires. Donc je ne sais pas si c'est suite au déménagement ou des matériaux, des nouveaux trucs qu'on Une arrive. ventilation insuffisante, des travaux de bricolage et l'air intérieur devient vite malsain. Un véritable casse-tête pour les bricoleurs. Les critères de santé, en tout cas d'émissions de polluants, n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui dans la vente et la fabrication des produits de construction. Donc le consommateur achète et n'est pas informé aujourd'hui. Face aux risques sanitaires, le ministère du Logement vient de créer un observatoire pour la qualité de l'air intérieur. Budget 4 millions de francs. C'est certes reconnaître un problème longtemps négligé, mais c'est bien peu en comparaison des 100 millions de francs annuels pour la surveillance de l'air extérieur. Du sport, football, il y a ce soir une série de rencontres de championnat de France de première division, avec notamment Nantes-Sedan. Mais bien sûr, c'est vers dimanche chez le Stade de France que tous les regards de supporters se tournent. Ce sera la finale de la Coupe de France, justement, entre Nantes et Calais. Et Dieu sait si les amateurs de Calais sont observés, auscultés, écoutés, encensés. Notamment leur entraîneur Ladislas Lozano, dont Julien Hérichon et Nadine Picard nous proposent maintenant un portrait. Ce n'est sans doute qu'une coïncidence, un hasard de la vie. Ladislas Lozano, fils d'immigrés espagnols, a retrouvé ses couleurs, sang et or, sur les maillots de son équipe. Lozano entraîne le club amateur de Calais, qui doit affronter les professionnels nantais en finale de la Coupe de France. Lozano est un homme de la Mancha, patrie de Don Quichotte. Il ne combat pas les moulins, mais il s'entête à rester utile, réaliste et passionné. Moi, j'essaye de faire en sorte que chaque jour qui passe soit quelque chose d'intéressant, que j'apprenne quelque chose, que je serve à quelque chose ou à quelqu'un, que mon intervention ne soit pas une intervention anodine. Sinon, c'est quand même dommage. Ce serait bien triste. De coups de gueule en coup du sort, Lozano croit aux vertus du football et il croit en Dieu. Des huitièmes jusqu'à la demi-finale, il dit avoir passé les obstacles des grands clubs avec l'aide de la Providence. Cannes, Strasbourg, Bordeaux et dimanche le Stade de France. D'Espagne, d'Angleterre, de Chine et d'ailleurs, on parle de lui et de son statut d'amateur. Lozano travaille habituellement à la mairie de Calais. Aujourd'hui, il est sollicité par la presse du monde entier. Devant les micros ou devant ses joueurs, Lozano ne prononce jamais certains mots comme défaite, motivation ou star. Question de principe. Est-ce que c'est cette finale de Coupe de France, vous en aviez rêvé un jour ou pas du tout ? Non, je n'ai jamais rêvé. Je n'ai jamais rêvé. Ce mot, il est interdit dans notre vestiaire. C'est pas un rêve, vous rêvez. Ça se voit que vous rêvez. Vous êtes tellement heureux de nous voir là. Mais nous, on n'est pas dans un rêve, on est dans une réalité. C'est pour ça qu'on a gagné les matchs. Et c'est pour ça qu'on va gagner la Coupe de France. Père Fouettard et Papa Poule, Lozano avoue jouer le rôle de bouclier pour protéger ses joueurs, prendre les coups à leur place, mais en donner quand nécessaire. Il nous rentre dedans quand il faut, et puis je pense que tout le monde répond présent. Et puis quand il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe, il le dit, ça reste dans le vestiaire, et puis le courant passe très bien avec lui. Comme Aimé Jacquet, Ladislas Lozano se veut perfectionniste et idéaliste. Si Calais remporte la Coupe de France, pour lui, ce sera tout sauf de la chance. Tout arrive en sport et en football, puisque Nicolas Anelka, hier soir à Madrid, a été le héros du match qui opposait son équipe, le Real de Madrid au Bayern de Munich. Regardez bien son premier but, dès la 4e minute. Au final, le Real a battu le Bayern 2-0. Donc après ce premier but, dès la 4e minute de Nicolas Anelka, il y a eu ensuite un fort joli match du numéro 19. Et puis une sortie pour le joueur français sous les hurrahs inespérés avant la fin du match du public madrilène. En rugby, la décision de Thierry Lacroix de quitter l'Angleterre et le club londonien des Saracens pour aller jouer à l'USAP Perpignan. Un concert ce soir au Théâtre des Champs-Élysées et un album, celui-ci, pour Madredeus, ce groupe qui est un album anthologie. Ce groupe portugais composé autour de la chanteuse Teresa Salgueiro. C'est de la musique populaire traditionnelle entre nostalgie et grandes espérances. Madredeus remporte actuellement un énorme succès depuis plusieurs années. Présentation Olivier Lenouza et Christophe Vignal avec pour décor Lisbonne. Lisbonne, la Cité Blanche et la voix de Teresa.
Teresa, l'âme du groupe Madre Deus dont la musique revisite la saudade, la nostalgie et l'espoir chanté par une jeune femme héritière de la grande tradition du fado. Le chant de Teresa, c'est créé pour être une espèce d'évocation de la vie sur la planète. L'émotion m'aide à construire la mémoire, et surtout la mémoire des sentiments, la mémoire de l'importance d'être vivant et de sentir et de communiquer avec les autres. Ça, et l'émotion, je pense que c'est ce que m'aide à construire cette mémoire. À l'image d'Amalia Rodrigues, Madre Deus fut rapidement promue par le ministère de la Culture au rang d'ambassadeur du Portugal. Wim Wenders, le cinéaste allemand, a réalisé le film Lisbon Story à partir de leurs chansons. La musique de Madre Deus ressemble à un rêve, la voix d'une pensée qui attend. Dans les kiosques, signaler que Télérama, pour tenir compte de l'évolution du nombre de chaînes télévision, a changé sa maquette. Elle est plus grande et a changé aussi sa présentation à l'intérieur des programmes. Le voici ce nouveau numéro. Tout va trop vite. Éloge de la lenteur, ça c'est bien vrai. Ensuite, ce magazine aussi qui vient de sortir, qui s'appelle Femmes d'entreprise, qui est un premier numéro qui s'est sorti. Et puis un autre magazine avec de très belles photographies qui s'appelle Pour voir. C'est tout simple dans les kiosques. Je vous rappelle deux actualités que nous avons développées dans cette édition. Tout d'abord concernant la situation en Tchétchénie, avec un document que nous avons montré chez les rebelles tchétchènes, avec le président tchétchène Aslan Maskhadov, le président tchétchène qui a évoqué le sort du journaliste français Brice Lectio, et la difficulté de savoir très exactement où il se trouve. Et puis l'arrivée à Paris, il y a quelques instants, à Roissy, de Taoufik Ben-Brik, le journaliste tunisien qui menait une grève de la faim en Tunisie. Il avait un visa pour venir en France. Il sera hospitalisé à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. On ne sait pas s'il arrêtera sa grève de la faim. L'octroi d'un visa à Taoufik Ben-Brik par la France est une mesure d'apaisement, a cependant précisé Hubert Védrine. La météo dans quelques instants avec Patrice Drevet. Le point route, c'est très important. Attention encore une fois, être prudent sur les routes avec Valérie Maurice. Ensuite, le magazine Envoyé spécial. Et puis à 23h, le film de Youssef Chahine, Le Destin. À 1h20, vous retrouverez Laurence Ostolaza pour le dernier journal de la rédaction. Et à 7h50, demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Philippe Labarde pour son livre La Bourse ou la vie. À 13h ici même, Carole Gessler. Et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir. Merci.